Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Ping, on va parler de leadership. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Valérie Gauthier, qui est l'ancienne directrice du MBA de HEC. Tu es prof toujours à HEC, tu as été prof au MIT, à NYU, et tu as écrit un livre sur le leadership. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec ton profil, c'est que toi, tu as fait un doctorat sur la littérature. Et je serais très curieux de comprendre le lien entre la poésie et le leadership. Bonjour Grégory. C'était une longue conversation. Oui. Bonjour. Très important ce lien, vraisemblablement, parce que la poésie, c'est quelque chose qui m'a constitué en tant qu'être humain, on va dire. Et c'est pas tant la poésie en tant que ce qu'on pense souvent de la poésie en France, c'est-à-dire un sujet justement sensible, un peu fleur bleue, les poèmes d'amour, etc. La poésie, c'est quelque chose de très structuré, très structurant, qui prend le langage dans toute sa complexité. Donc la poésie, c'est la façon d'aborder le complexe avec ses sens, avec cette capacité à voir, à entendre, donc cette perception qui change complètement la donne dans la façon dont on interagit avec le monde. Et cette notion relationnelle qu'on a dans la poésie, la façon dont les mots se connectent, créent des sons, créent des images, donne une puissance autre que le langage, on va dire, purement rationnel ou purement analytique. Et en ça, ce qui m'a intéressé dans la poésie, c'est cette richesse, cette façon d'aborder le monde sous tous ces angles, cette notion de perception, et qui permet de comprendre le monde autrement que par des oui-non, bien, mal, et donner des jugements. Et pour moi, le rôle en particulier de traducteur de poésie est celui qui m'a amené à écrire cette thèse sur la théorie de la traduction pour prendre un poème dans une langue donnée, dans un espace culturel donné, et le translater vers un autre espace, langue, culture. Et dans cette translation, le rôle du traducteur, donc traducteur de poésie, c'est à la fois d'être soi-même et de prendre des décisions en permanence et articuler ces décisions pour que la perception première du poème, ce que le poème vous fait comprendre, ressentir, voir, les émotions qu'il génère chez vous, puissent être les mêmes dans un autre espace langue. Et ça, c'est un travail que j'ai fait dans les années 90, qui m'a profondément marqué, sans que forcément je le sache, puisque lorsque j'ai pris mes fonctions à HEC, d'abord de prof et de directeur du MBA, j'enseignais la poésie, c'était toujours présent, mais ce n'était pas directement lié avec mon métier. Et en fait, en faisant ce travail, et en particulier quand, après avoir pris ces fonctions de direction et avoir terminé, je suis partie aux États-Unis, je suis retournée aux États-Unis au MIT, et où là j'ai écrit mon livre, en fait les choses se sont reconnectées d'elles-mêmes. Et en écrivant mon livre sur le leadership, donc Leading with Sense, cette notion de sens, déjà la polysémie du mot, le fait que le mot sens soit à la fois signification, mais aussi direction, vision, et toutes ces façons de comprendre le monde, ce Leading with Sense, pour moi, ça a été une quête de comprendre comment accompagner des êtres humains vers leur recherche de sens. Et quand j'ai écrit le livre, en fait, j'ai reconnecté avec la poésie parce que le travail que j'avais fait dans ma thèse, eh bien, prenait sa place et son sens dans le travail de leadership. Donc ça s'est fait pas de façon calculée, mais plutôt de façon un peu inhérente et inductive dans mon travail. Et d'ailleurs, tu parlais de traduction. Le livre en français, il s'appelle pas, c'est pas du tout Leading with Sense. Leading with Sense, c'est savoir relier. C'est le savoir relier. Alors pourquoi cette traduction? Alors en fait, dans le titre premier, c'est Leading with Sense, et il y a un sous-titre que Stanford, mon éditeur américain, Stanford University Press, a décidé de mettre, qui est The Intuitive Power of Savoir relier. Ils ont voulu mettre savoir relier dans le sous-titre parce que d'abord, c'est un mot qui ne se traduit pas, justement. C'est un mot composé qui vient un peu de savoir-faire, savoir-être qu'on a en français. Et essayer de traduire savoir relier par un mot ne passait pas.
à tel point que j'ai un souvenir d'une discussion avec mon mentor de l'époque, Warren Bennis, qui a préfacé mon livre. Warren, lui, avait eu une discussion avec mon éditeur en essayant de pousser pour que le titre américain soit Le savoir relier. Ah, waouh! Mais là, il s'est fait renvoyer dans ses buts, même s'il avait la notoriété et la puissance de ce qu'il a pu faire, lui, pour le leadership, parce que c'était trop déconnecté de la réalité des Américains. Mais le savoir relier était déjà là. Alors du coup, en français, évidemment, on a gardé le savoir relier, qui est devenu finalement à la fois un concept, une méthode et un travail à la fois d'accompagnement, mais aussi sur soi pour développer son leadership. Donc le savoir relier, c'est l'essence en fait d'un peu tout ce que j'ai fait, quoi. On va y revenir au savoir relier. Pour toi, c'est quoi la place du sensible justement dans le leadership? Parce qu'on parlait de poésie. Alors c'est peut-être, je sais que toi tu m'avais dit que autant en France les intellectuels sont les philosophes, aux États-Unis c'est plutôt les poètes. Donc c'est pas que une question de sensibilité. Néanmoins, dans le savoir relier, il y a une forme de sensibilité. Et je voudrais comprendre, selon toi, c'est quoi cette place de la sensibilité? Ouais. Alors, très important aussi, les mots. Ma formation de linguiste joue souvent dans les propos que je peux tenir. Sensibilité n'est pas sensiblerie. Et en anglais, c'est encore plus difficile à faire la distinction parce qu'on a le mot sensitivity, qui est la réaction sensible à un stimulus, et sensibility, qui est cette notion du sensible, de capter avec ses sens la réalité et pas seulement avec son rationnel. Et la notion de sensibilité, pour moi, un leader qui a la capacité à vraiment utiliser ses oreilles, son ouïe, à utiliser son sens de l'observation, à capter par le toucher, par cette ouverture au monde, cette ouverture sensible, n'a rien à voir avec la notion de sensiblerie ou de sentiment. Et en fait, je pense qu'un gros travail autour de la sensibilité, c'est d'arriver à distinguer ce qui est du domaine de l'émotionnel de ce qui est du domaine du sensible. Et là encore, dans l'histoire de l'évolution de l'opposition de EQ, IQ, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle, l'analytique, l'émotionnel, et cette habitude qu'on a d'opposer deux contraires, on a été amené finalement à créer une confusion entre ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et ce qui est de l'ordre du sensible. Et moi, je distingue les deux parce que si on prend une émotion, par exemple la peur, eh bien, elle est très différente de ce qui peut être un déclencheur de peur, un frissonnement par exemple, le fait de rougir ou d'avoir une réaction sensorielle ou une réaction sensible qui est la captation d'une situation, un événement qui génère cette peur. Mais dans l'intelligence émotionnelle, on a eu tendance à faire un amalgame avec ce qui est de l'ordre du cognitif sensible, c'est-à-dire je capte de l'information avec mes sens, il fait froid, il fait chaud, c'est du sensible, qui est différent de la réaction émotionnelle qui va venir après. Et cet amalgame n'a pas permis de donner suffisamment de place et de temps au travail fondamental que sont réutiliser ces sens pour ce qu'ils vous donnent, c'est-à-dire cette information. Et du coup, le travail que je fais est d'amener les leaders à réutiliser leur sens pour ce qu'ils leur donnent, et pas de passer tout de suite à l'étape suivante qui est l'interprétation ou l'analyse ou la réaction émotionnelle. Et cette distinction et ce travail sur le sensoriel et le sensible permet de remettre à jour un petit peu cette donnée relationnelle qui est la donnée fondamentale et la donnée première de notre contact avec le réel. Est-ce que c'est une erreur de traduire le sensible par l'invisible? Ou est-ce que tu donnerais un autre terme, justement, comme tu es... C'est une très belle question, parce que la notion d'invisible ramène à la question du qu'est-ce que je ne vois pas. Si je suis invisible, il peut y avoir deux interprétations. Soit je me cache, donc je me cache derrière quelque chose, soit je n'utilise pas mes yeux et donc je ne te vois pas. Et la recherche de voir, avant d'aller interpréter, je vais entendre quelque chose et puis je vais en tirer des conclusions et puis je vais partir dans telle ou telle direction, mais d'aller creuser et questionner ce que mes yeux me disent et non pas d'avancer tout de suite sur ce que je pense que je vois. Donc je vois ce que je pense ou je pense que je vois, c'est l'histoire de saint Thomas. Bien sûr. Mais c'est justement le fond pour moi, c'est le questionnement.
Et le questionnement, il est à la fois pour soi, il est à la fois pour l'autre. C'est-à-dire, plutôt que de dire « je vois quelque chose et par conséquent, je sais », dire « je vois quelque chose, mais qu'est-ce que je vois vraiment ?» Et donc ça, c'est pour moi. Et ensuite, si je vois quelque chose et qu'on est l'un à côté de l'autre, est-ce que nous voyons la même chose ou pas? Et pour ça, j'ai un petit exercice qui est vraiment très, très simple et très puissant, qui est ce que j'appelle l'exercice du tableau, où j'amène des participants à un travail sur leur leadership à regarder un tableau à plusieurs. Un tableau de maître, par exemple. Et chacun doit décrire d'abord ce qu'il ou elle voit. Et dans cette description, il y a déjà un moment de révélation qui est, on a en face de soi la même image, mais on va voir des choses différentes. Ouais. Pourquoi on voit des choses différentes? Parce que la perception est subjective et parce que le subjectif est imprimé par notre éducation, notre culture, notre passé, voire notre humeur. Et ça, quand on en prend conscience, ça peut nous amener, si on est prêt à faire ce travail, à essayer de comprendre pourquoi l'autre ne voit pas ce que l'on voit ou voit des choses un peu décalées ou différentes, sans que ce soit forcément mieux, moins bien, juste ou vrai ou faux. Et cette notion de pure subjectivité, en l'acceptant telle qu'elle est, sans porter de jugement et sans porter d'éléments positifs ou négatifs ou vrai ou faux à ce qui est vu. C'est aussi prendre conscience de ses biais, en fait. Exactement. On en vient au biais cognitif. Complètement. Tout à fait. Est-ce que tu dirais, j'ai un chercheur qui m'a dit ça, qu'avec l'intelligence artificielle et plus généralement avec la technologie, les machines nous forçaient à être de plus en plus humains. Et quelque part, il y a aussi peut-être cette logique dans ce que tu décris, c'est-à-dire être plus connecté à nous-mêmes dans le savoir relier. Il y a aussi se relier à soi-même, hein, évidemment. Ouais. On va y revenir forcément. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le digital, c'est ce nécessaire travail sur soi, cette importance de prendre ce recul sur soi pour créer des relations qui ne sont pas trop rapides, trop linéaires ou trop fortuites. Et le problème du digital, qui est aussi un atout, je pense, c'est qu'il remet finalement l'humain au cœur du sujet. Si on se cale uniquement derrière le digital en disant c'est blanc-noir, c'est 0-1, c'est si, oui, etc., et des chaînes de conséquences, on va perdre la richesse, justement, qu'apporte par exemple la poésie, c'est cette ouverture et cette polysémie, c'est cette capacité à comprendre et à regarder de multiples façons, sans réduire et sans prendre des raccourcis. Donc la notion de biais cognitif et la notion de différence interpersonnelle, elle est la source de la richesse. On sait qu'elle est la source de l'innovation, on sait qu'elle est la source de beaucoup de créations et d'inventions. Elle est aussi un énorme effort. Parce qu'il est, et ça aussi c'est la difficulté du digital, le digital, en créant des raccourcis, par exemple, va nous amener à un certain conformisme. Je suis sur un réseau social X ou Y, on va m'envoyer des images ou des amis qui sont dans le cercle de ce que j'ai l'habitude de regarder. Donc on crée des bulles dans lesquelles on est enfermé sans vraiment s'en rendre compte. D'ailleurs, je prends souvent l'exemple dans les différences individuelles. Avant, je prenais l'exemple de si tu es de droite, tu vas lire Le Figaro, si tu es de gauche, tu vas lire Libé, et donc tu vas chercher à conforter tes idées dans les points de vue qui te correspondent. Eh bien, le digital accélère ce phénomène, et c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on n'en est pas forcément conscient. En particulier sur Google. En particulier sur... Alors moi, je ne donne pas de nom parce que je pense que c'est un peu partout pareil. Ce que je pense qui est très important, c'est toujours la question du mindset. C'est-à-dire, si on arrive à avoir cette curiosité, ce recul et cet auto-questionnement qui n'est pas facile. Ce n'est pas une posture facile, c'est une posture fatigante, ça demande de l'énergie. En anglais, on dit « taking for granted », on ne prend rien pour argent comptant. On doit en permanence être capable d'avoir cette vigilance. Voilà, ce que Edgar Morin appelle cette vigilance et cette force de regard et de questionnement qui nous permet de grandir. Et l'importance du digital, c'est de nous donner des accès à des domaines et à des environnements, à des cultures, ou de donner à d'autres accès à des enseignements, par exemple, auxquels ils n'auraient jamais eu accès s'il n'y avait pas eu le digital. Donc, c'est cette forme d'accélération qui est extrêmement riche. Le danger, c'est de se faire embarquer
dans des postures qui sont très uniformisantes et qui ne permettent pas de cette prise de recul. Ouais, je me permets de citer Google parce que c'est 98% des moteurs de recherche en France. Et que surtout Google, je pense qu'Instagram, Facebook, TikTok, on sait à peu près qu'on va avoir des choses qui nous plaisent, mais autant Google, on a quand même la sensation que c'est neutre. Alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que deux personnes, toi et moi, si on cherche la même information, parce qu'on a un historique, parce qu'on n'a pas le même ordinateur, parce que machin, on va pas du tout trouver les mêmes réponses. Absolument. Et ça, tout le monde n'en est pas totalement conscient. Non. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que le leadership est en crise quand on voit le Big Quit aux US, quand on voit les mouvements qui sont un peu arrivés aussi en France, en Europe? Est-ce que tu dirais que le leadership est en crise? Alors, je pense que le leadership a toujours été en crise. Je pense que le mot leader et leadership est un problème. J'ai travaillé parce qu'il veut tout et rien dire. On a les leaders politiques, on a les leaders d'entreprise, on a... au Canada, ils parlent de chefferie. Les chefs, la chefferie, bon, pourquoi pas. Moi, j'ai cherché un mot qui soit plus représentatif d'une notion de construction. Parce que je pense qu'il y a une responsabilité chez le leader, que d'ailleurs, je ne distingue pas forcément du manager. C'est aussi la pyramide, on est expert, ensuite manager, ensuite leader. Je pense que ce n'est pas utile, ce genre de distinction. Je pense que ce qui est important, c'est le sens de responsabilité qu'on acquiert dans la relation à l'autre et dans l'impact qu'on peut avoir sur les autres. C'est le niveau d'influence qu'on peut avoir autour de soi. Et ça, ce n'est pas seulement le leader. Le parent, il a un pouvoir d'influence qui est énorme. Est-ce qu'on dit qu'un parent est un leader? Je ne sais pas. Donc, la question du leadership, pour moi, c'est une question de qu'est-ce que je crée comme valeur autour de moi qui va générer des conditions pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est vraiment mon credo, d'essayer de créer les conditions pour que chacun travaille dans un sens commun qui nous dépasse, qui n'est pas réduit à nous et qui incite les individus à donner le meilleur de soi, quel qu'il soit. Et du coup, le mot auquel je suis arrivée, et qui n'est pas un mot définitif, mais en tout cas qui est cette notion de construction, en anglais c'est crafter. To craft, c'est la notion d'artisanat. Il y a une forme d'artisanat, une forme de création. C'est un travail avec ses mains, avec son corps, qui implique l'ensemble de son être, évidemment aussi avec son cerveau, son intelligence, etc. Mais qui a cette notion d'artisanat, de création, de construction. Et je pense que dans le leadership, la crise du leadership, elle est que... il y a toujours cette perception du leadership charismatique, du leadership en haut de l'échelle, cette notion de pyramide, etc., qui est très destructrice dans le monde dans lequel on évolue, dans la notion de complexité, d'incertitude, enfin, toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que la dimension relationnelle, donc il y a tout un domaine de recherche autour du leadership relationnel dans lequel je me suis engouffrée, également dans la notion de complexité et d'aborder la complexité, les systèmes complexes, etc. Donc il y a beaucoup de mots un peu théoriques, analytiques, l'approche systémique, etc. Mais sur la crise du leadership en tant que telle, je pense, quand je dis qu'elle a toujours existé, c'est-à-dire que si on ne remet pas en question ce qui fait qu'on va influencer le monde autour de nous, pourquoi, comment, dans quelles conditions et dans quel but, si on ne provoque pas cette réflexion, en effet, on n'est pas conscient de cette crise et la crise est permanente. C'est la remise en question qui permet d'avancer. Donc on devrait parler plutôt de craftsmanship. Quelque part, oui, absolument. Alors le problème dans craftsmanship, c'est qu'il y a man, alors qu'il y a aussi des women. Ah, effectivement. Donc du coup, il faudrait que je parle de crafter, parce que c'est neutre, c'est comme leader, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, et on ne réduit pas à craftsmanship. Ouais, j'y avais même pas pensé. Ce qui est marrant, c'est que dans les années 80, et je pense encore aujourd'hui, on a eu beaucoup cette logique hyper capitalistique, donc d'optimisation, de performance, donc de pousser, de tirer les équipes, etc. Mais ça n'a pas été vraiment dans le lien. C'est-à-dire qu'en fait, on est... et on peut peut-être aussi faire un lien avec le sport, parce que tu as été une grande sportive. On a essayé vraiment de pousser les gens, mais pas nécessairement en s'intéressant à eux non plus, au maximum pour maximiser la productivité. Est-ce que ça, c'est pas aussi un problème qui est assez récent finalement, parce que ça date de... Alors on accorde à Friedman, mais c'est surtout la manière dont Thatcher et Reagan l'ont utilisé ensuite, c'est-à-dire l'entreprise, son unique propos, c'est de faire des profits, même si la pensée de Friedman, elle se réduit clairement pas qu'à ça, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a utilisé. Est-ce que c'est pas aussi ça qui a créé une dérive à un moment donné ?
Alors, la notion de profit et ou de performance, si on reprend l'exemple du sport, la performance, c'est un plus, c'est pas tabou, d'essayer de faire toujours dans le mieux possible, hein, dans la mesure où l'état d'esprit, c'est pas au détriment de soi-même, des autres, donc l'esprit de tuer la concurrence, les compétiteurs et autres. Donc là, il y a des images pour moi qui sont importantes dans cet esprit de compétition qui est nécessaire et salutaire, y compris la concurrence est nécessaire et salutaire, dans la mesure où il y a ce bien commun qui nous dépasse et qui ramène tout le monde finalement vers un sens commun. Et la compétition, la compétitivité et la performance sont des vecteurs stimulants, en fait, au départ. Donc travailler... Le cas extrême négatif, c'est Lance Armstrong, champion, qui se dope et qui pousse le bouchon. Et donc toute cette dimension-là du sport, d'ailleurs, extrêmement négative sur une performance qui... La performance pour la performance, finalement, détruit le corps et la performance elle-même. Donc c'est cette notion d'extrême d'entraînement et dans lequel on a une course folle. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, sans parler des grands mots de notre temps sur non pas la récession ou ralentir, faut y aller doucement, faut ralentir, etc. Ralentir pour ralentir, ça ne sera pas mieux que aller vite et la surconsommation, etc. Je pense que l'important, c'est une notion d'équilibre, c'est une notion de prise de conscience de ce plus grand que soi et de ce sens qui est plus important que le résultat à court terme. Donc, sans rentrer dans des banalités de le monde, la planète, etc., qui sont notre quotidien. Je pense que cette conscience qui émerge de plus en plus et qui amène les entreprises à prendre du recul et à regarder leur croissance de façon un peu plus vigilante, parce qu'il y a des équilibres mondiaux et un écosystème mondial qui fait que si l'accélération continue de façon indéfinie, on va à notre perte, et on le sait très bien. Pour l'individu leader en tant que tel, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, le DNA d'une entreprise, c'est il faut du profit, sinon l'entreprise ne peut pas progresser. Mais le profit pour le profit, finalement, n'amène pas à grand-chose. Et là, j'ai un point, moi, qui m'a émotionnellement, en fait, pas mal fait réfléchir. C'est la façon dont certains construisent leur entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui amènent beaucoup d'évolution dans le leadership notamment, qui est « je construis quelque chose de nouveau, j'innove, j'apporte des nouvelles pierres à l'édifice pour vendre mon entreprise ». C'est-à-dire je ne fais ça que pour du capital. Et donc l'innovation pour l'innovation, pareil, elle a une fin. Alors que l'innovation pour un purpose, pour un objectif qui est du sens, eh bien, c'est une innovation qui est plus porteuse. Malheureusement, dans mon expérience que j'ai pu vivre, j'ai un fils qui est entrepreneur, qui a eu un très très beau projet de dessalement d'eau de mer pour les pays qui n'ont pas d'eau, et donc il avait un projet en tant qu'ingénieur dans ces domaines-là qu'il a beaucoup développé. Dans son école, il y avait d'autres projets d'entrepreneurs qui étaient beaucoup plus tech, alors que lui, c'est un projet low-tech, justement pour que une île qui n'a pas beaucoup de moyens puisse se développer. Eh bien, les tech qui allaient uniquement pour la tech et pour le bénéfice et qui n'apportaient en termes de valeur en tant que tel pas forcément grand-chose, recevaient des fonds, étaient financés par les fonds d'investissement, et lui, il n'a pas été subventionné. Donc, c'est une expérience qui fait réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire que son projet était bien ficelé et qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il n'a peut-être pas eu les subventions au départ. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la dimension leadership aujourd'hui et dans la façon dont on l'aborde, si on ne prend pas en compte le sens commun, le long terme, l'intérêt collectif, eh bien, on rentre toujours dans cette logique de croissance pour la croissance et d'aller trop vite. Et parce qu'en fait, et en tant que sportif, ça va te parler, c'est-à-dire que si la performance, ça peut être tout et n'importe quoi, ça dépend ce qu'on appelle les KPI, donc les indicateurs de performance. Et en fait, si tu modifies tes indicateurs de performance, forcément, tu ne vas plus chercher la même chose. C'est pour ça qu'on parle maintenant, on parle de triple comptabilité, où tu prends la nature, les humains et la finance. La finance, ça reste un élément essentiel parce que tu as besoin effectivement de fonds pour faire grandir ton entreprise, donc c'est pas la question. Mais par contre, tu as besoin aussi de prendre en considération ton environnement et les gens avec qui tu travailles. Et je pense que ça,
C'est un énorme changement finalement dans la culture. On n'a pas cette culture. Oui, je pense que c'est un changement et c'est un changement qui va plus loin que les changements précédents. Je m'explique. Il y a eu toute une époque où on parlait de CSR. RSE. Et donc je dis CSR parce qu'il a fait toute une étude de la façon dont les entreprises mettaient en avant leur RSE, soit par un tag sur leur site web, soit par et que concrètement derrière il y avait très très peu qui était fait. Donc c'était de la vitrine, c'est du window dressing et en réalité les actions qui étaient menées étaient très minimes. Aujourd'hui, je pense que la prise de conscience, elle est plus forte. Elle n'est pas aboutie, mais elle est plus forte. Elle est plus forte parce qu'elle est vitale, que c'est pas simplement parce que des gens Covici martèlent l'urgence de l'échéance, etc. Mais c'est aussi parce que on le voit dans notre quotidien. Et donc cette mise en musique qui n'est plus artificielle, mais qui est plus une prise en compte au quotidien, elle est à la fois sur le plan individuel, dans les maisons, on fait attention à cela. Donc il y a un vrai changement de mentalité qui est en train de se faire et qui entraîne des changements de comportement. On a eu Covid. Covid, je pense, a été aussi un moment de prise de conscience de beaucoup de choses et a accéléré vraisemblablement ce processus. Donc la pandémie, avec tous les dégâts qu'elle a pu faire, a aussi permis d'avancer sans doute plus vite sur ces dimensions-là. Donc que les entreprises intègrent plus dans leur processus, dans leur façon d'être, de se développer, et notamment au départ chez les entrepreneurs, c'est une réalité. Est-ce que ça va assez vite ? Pour moi, je pense pas. La preuve de ton fils, c'est que non. Ouais. Enfin, je pense pas, ça va pas assez vite et il reste encore, malgré tout, alors les comportements sont tellement ancrés aussi que c'est très difficile. Un autre exemple que j'ai, c'est sur la question de la raison d'être. La raison d'être, c'est maintenant quelque chose qui est dans les statuts depuis le rapport Nota, donc il y a un travail à faire. Malgré tout, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas faire ce vrai travail de remise en question, d'embarquer l'ensemble de l'entreprise dans ce sujet-là. Quelle est notre raison d'être? Pourquoi je suis là? C'est un travail que je développe de façon intrinsèque avec le savoir relié. C'est-à-dire que quand on fait du savoir relié, il y a toujours un moment avec un des outils d'atelier qui est de travailler sur la raison d'être. Et c'est un travail, quelle est ma raison d'être personnelle, ma raison d'être professionnelle, et en quoi elle est alignée ou pas avec ce que je pense être la raison d'être de l'entreprise. C'est vraiment un travail de fond. Or, il y a beaucoup d'entreprises qui, lorsque la raison d'être est devenue quelque chose d'obligatoire, ont fait appel à des cabinets de conseil ou de communication pour leur dire quelle était leur raison d'être. Et ça, c'est dommage. Enfin, c'est vraiment une belle opportunité gâchée pour un certain nombre d'entreprises. En fait, c'est assez facile à comprendre quand tu le remets au niveau individuel. Moi, je trouve qu'on a tendance à faire beaucoup de bullshit dans le marketing et tout ce genre de choses. Et en fait, au niveau individuel, ça serait de demander à quelqu'un d'autre ce que c'est que sa raison d'être. Ça n'a aucun sens, en fait. On ne le ferait pas pour soi-même, il n'y a aucune raison de le faire pour une entreprise. J'ai une question pour toi qui est, je pense, importante pour moi, en tout cas. Parce que toi, tu as eu l'occasion de travailler avec beaucoup de leaders de boîtes, beaucoup des grands patrons du CAC 40, etc., etc. Comment tu repères facilement? Est-ce que tu as des questions qui te permettent de repérer les bullshitters, entre guillemets, de ceux qui ont vraiment une envie de progresser ou une envie de relier, justement? Il y a une question de départ, en fait, qui est est-ce que vous êtes capable de vous regarder en face? Est-ce que vous êtes capable de vous poser des questions que vous ne vous posez pas tous les jours? Et ça, c'est le premier travail que je fais avec le savoir relié, ce que j'appelle le solo. C'est un travail qui part de questions sur 4 registres relationnels, vous et vous-même, vous et l'autre, vous et le groupe, vous et la société. Et un exemple de question, dans vous et la société, c'est quelles sont les limites de votre compassion? Alors l'idée, c'est pas de dire en deux mots ceci, cela, mais c'est vraiment d'entrer dans une réflexion qui va amener l'individu à se regarder en face avec une réflexion de fond. Et non pas je coche des cases en disant je suis comme ça, donc je suis bleu, donc je suis jaune, donc je suis rouge, donc je suis vert, et on vous dit votre couleur ou on vous dit votre type, vous êtes extraverti, introverti, etc. Et ce travail de fond, quand j'arrive à le faire à un dirigeant, je vois qu'il y a des prédispositions à la progression dans leur leadership. Parce que cet exercice, il aide à accepter qu'on ne sait pas, à accepter qu'on peut avoir des regards sur soi qui sont évidemment biaisés,
Et surtout, exercice numéro 2, de ouvrir cet exercice du solo à ce que j'appelle le duo. Et le duo, c'est on est tous les deux, j'ai fait mon solo, j'ai écrit entre 800 et 1000 mots, hein, donc c'est pas neutre, c'est un vrai travail. Tu as fait la même chose, on va échanger notre solo et on va rentrer dans un échange qui va durer non pas 45 minutes, mais 1h30. Et pendant cette heure et demie, j'aurai lu ton solo et je vais avoir des questions, je vais avoir des surprises, je vais avoir des résonances et je vais poser des questions et vice-versa et on va rentrer dans cet échange. Cette découverte mutuelle à travers la lecture du solo et dans l'échange que nous allons avoir, c'est ça qui va mettre en exergue la dimension relationnelle profonde de moi vis-à-vis de toi, mais aussi de moi vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que ton regard, qui ne sera qu'un regard, qui ne sera pas un jugement, il va me permettre de m'ouvrir et de prendre conscience que j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi. Or, les leaders d'aujourd'hui, quand on arrive à les mettre dans cet environnement, dans cet état d'esprit, ils prennent conscience de leur dimension et du fait qu'ils ont encore beaucoup de chemin, et tant mieux. Alors que beaucoup de leaders, et c'est là que je vois la différence, c'est que quand je propose et que je discute sur la dimension relationnelle, le savoir-vivre, etc., et que je pose ce type de questions, je vois tout de suite ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Qui tirent à côté, quoi. Et donc là, il y a une vraie différence. L'autre point, qui est en fait le point suivant de la méthode savoir relier, c'est un travail sur la résilience, qui est un travail de regard sur comment je réagis en situation d'adversité. Alors certains parlent d'échec, moi je parle plutôt d'adversité, parce que l'adversité ne mène pas forcément à l'échec, mais il vous met en position de vulnérabilité, de difficulté, et donc il secoue un petit peu les schémas dans lesquels vous êtes. Et quand on fait ce travail de prise de recul sur comment je vis une situation d'adversité et comment je rebondis de cette situation d'adversité, et que je partage ces moments-là avec d'autres personnes, eh bien là aussi, je prends du recul et je suis capable de commencer à décoder ce qui fait que je suis plus ou moins capable de rebondir, de faire face, etc. Et là, pareil, certains ou certaines ont des prédispositions ou des facilités à rentrer dans ce type d'exercice, d'autres pas. Alors, mon expérience, c'est que, et c'est là que c'est le plus intéressant finalement, c'est que quel que soit le point de départ, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans ces registres-là, et celles qui étaient le plus réfractaires ou le plus réticentes au départ ont celles qui ont le plus progressé. Donc finalement, c'est un peu... L'idée, c'est pas de dire pas prêt pour faire un solo, vous n'êtes pas un bon leader, ou de juger, surtout pas. C'est au contraire de dire on va travailler pour vous amener à ça. C'est peut-être pas le moment, il faut peut-être attendre un petit peu, mais à partir du moment où vous êtes prêt, on va avancer étape par étape dans ce chemin, parce que ce chemin, il va vous faire prendre conscience que la relation, le regard de l'autre va vous aider à grandir et va vous aider à faire grandir. Et c'est vraiment, pour moi, un exercice, une pratique et un développement que je n'ai de cesse de poursuivre et de développer parce que je vois les résultats. Je vois les résultats dans un esprit de... je deviens leader conscient, pas arrogant, à la fois humble, mais serein, et donc fier et sûr de moi. Donc il y a une forme d'estime de soi, de sérénité, de confiance en soi. Le mot confiance étant évidemment le moteur. Hein. Cette confiance en soi qui va permettre d'ouvrir la porte vers la confiance en l'autre et de prendre des risques. Si j'ai confiance, je vais prendre des risques, mais pas des risques démesurés, des risques qui vont m'aider à construire cet entourage, cet environnement, et qui a été aussi, dans mon observation de leader, en fait, un élément très différenciant de ce que j'appelle des leaders qui entraînent, qui fédèrent, et des leaders qui dominent et qui castrent. Et les leaders qui entraînent et qui fédèrent, ils n'ont pas peur de s'entourer de personnes avec des talents qui vont les challenger, qui vont être meilleurs qu'eux si on veut comparer. Mais la comparaison, finalement, n'est pas raison. Il est important de s'entourer de personnes qui ont des talents et des dimensions qui sont au-delà de soi, et qui vont compléter ce que nous, on peut apporter. Et là, on voit que la relation joue son rôle. C'est pour ça que le leadership relationnel est un réseau, en fait. Et tu parlais d'adversité. Tu as cité Edgar Morin, donc je vais prendre une expression d'Edgar Morin. On rentre dans une période de polycrise, donc avec énormément d'incertitudes. Comment on fait pour être un bon leader? Je ne sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, mais comment on fait pour être un bon leader dans une période de profonde incertitude? J'ai pas de réponse en tant que telle, si ce n'est travailler sa vigilance,
Et quand je dis la vigilance, je reviens au sens. Je vais prendre un exemple d'un sujet, d'une problématique qui est un des fléaux de nos sociétés, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est un phénomène d'épuisement, un phénomène mais qui s'inscrit dans le temps. Donc on voit souvent le résultat, la détresse, la dépression, enfin toutes les manifestations qu'on peut avoir dans le burn-out et le coût que ça représente pour les entreprises, les organisations, mais aussi pour la société. Et le burn-out, c'est un exemple flagrant d'un manque de vigilance parce que j'ai pu l'observer moi-même, hein, y compris dans mon entourage, parce que j'ai évidemment aussi autour de moi eu pas mal de burn-out. On en a tous vécu soi-même ou été proche de personnes qui ont vécu des burn-out. La vigilance pourrait permettre de prévenir beaucoup de ces burn-out. Parce que dans le burn-out, il y a beaucoup de signaux. Il y a des signaux qu'on peut observer et qu'on a tendance, pour soi-même, à mettre de côté, à ignorer, et pour les autres, à dire « Oh, ben non, c'est pas grave, ça va passer, etc. » Et justement, si on utilise son sens d'observation premier, c'est-à-dire je vois ceci, je prends des notes, j'observe, j'entends, je connecte les éléments d'information que j'ai, je fais du pur cognitif, du mind mapping, du data, la collection de data analysis, je vais être capable, en ayant ce seuil de vigilance et en étant capable d'agglomérer tous ces éléments d'information, de prévenir, de décider, d'agir, d'intervenir. Et ça, je pense que c'est le meilleur remède à la gestion de l'incertitude. Parce qu'on est mieux préparé, on ne peut pas être préparé à tout, mais en étant plus vigilant, on est mieux préparé à des choses qui vont survenir qu'on ne peut pas prévoir, par définition. Et le burn-out est un bel exemple de ça. À un niveau individuel, au niveau macro, les dimensions sont... Ouais. Enfin, on peut regarder... là, pour le coup, la référence, c'est quand même Nassim Nicolas Taleb et le signe noir. Donc, c'est le signe noir, c'est la théorie du signe noir, c'est toutes ces données-là. J'utilise ces théories du signe noir dans mon travail en les ramenant... Donc, il est plutôt au niveau macro dans son exploitation du sujet. Je parle de Black Swan individuel. C'est-à-dire quels sont les éléments dans votre vie qui étaient imprévisibles, qui sont survenus, et on essaye de comprendre, d'analyser pour non pas les prévenir systématiquement, mais être mieux armé derrière. Et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'entreprise agile, et lui dit qu'une entreprise agile, elle est extrêmement fragile. Tu sais, il a écrit ce bouquin, moi je pensais à Antifragile quand j'allais le citer, mais du coup, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'une organisation très optimisée, parce que finalement c'est vraiment de ça qu'il s'agit, elle est extrêmement fragile, parce que si ça casse en un point, du coup, tout se pète la gueule, quoi, en fait. Tout se pète la gueule, oui, et la notion de vulnérabilité et de fragilité, si elle est consciente, je ne dis pas qu'elle est maîtrisée, mais quand on est conscient de ses vulnérabilités, de la même façon, quand on est conscient de ses limites, on est capable de... C'est comme en sport, hein, on parle de walk the extra mile ou de s'entraîner une demi-heure de plus quand on pense qu'on n'en peut plus, sans aller trop loin jusqu'à se blesser. C'est cette notion-là de trouver la limite sur laquelle on peut avancer un petit peu plus, mais pas trop loin. Et donc il y a des seuils qu'on respecte ou pas. Hein. Je me suis moi-même blessée plusieurs fois au tennis parce que j'ai poussé le bouchon trop loin et on va à l'épuisement, etc. Mais à nouveau, cette conscience de ses limites, de ses faiblesses, de ses fragilités, avec un tissu relationnel fort qui a ce même état d'esprit. On revient à l'état d'esprit, la posture, la vigilance, le regard de l'un sur l'autre. Moi, j'appelle ça des trustees. En fait, dans mon travail, avec le savoir relié, on crée des groupes de confiance qui peuvent avoir des objets business, une équipe qui va travailler ensemble, qui peuvent avoir des objets simplement de vigilance interpersonnelle ou des objets de type académique où on va travailler sur un domaine de spécialisation. Et donc, comme on aura créé un trustee, où on aura chacun fait des duos ensemble, comme je décrivais tout à l'heure, on aura tous ensemble fait un travail sur la résilience, ce travail de comment on rebondit, on décode les mécanismes de résilience, et on aura d'autres outils qui nous auront permis, comme le co-développement, de construire ensemble cette confiance qu'on aura créée dans le groupe aura l'effet d'un espace de vigilance indépendamment de toute situation. Et donc, on est plus fort. On est plus fort par nature. Et les clusters que ça crée, ces trustees, dans l'entreprise, ça crée des espèces de cellules
qui, entre elles, ensuite, peuvent communiquer. Elles ne sont pas exclusives, elles sont intercroisées, bien sûr. Je vais te poser une question qui n'a pas forcément lien, mais que je trouve intéressante par rapport à ce que tu disais avant. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie, ou plutôt une contradiction, entre ce qu'on demande aux leaders, c'est-à-dire du profit, toujours plus pousser, et en même temps d'être dans cette vigilance, de prendre soin, parce qu'en fait, parfois tu vois, mais tu préfères ignorer, parce qu'en fait, il faut que ça avance, quoi. Et comment on peut faire quand on est un être humain sensible, parce qu'on est tous plus ou moins, a priori, on voit, par exemple, on parle beaucoup de l'esclavage moderne à travers Uber, mais aussi Deliveroo, etc., Enfin, tous ces services, les dark kitchen et compagnie. Et en même temps, on nous pousse à faire du profit, on nous pousse à aller dans ce sens-là, etc., Comment on fait, en être humain, entre guillemets, éclairé, ou en tout cas sensible, pour faire face... tu vois, il y a vraiment cette dichotomie que je trouve difficile, en fait. Oui, je pense que la gestion de... Toujours dans la relation, la capacité qu'on peut avoir à créer cet équilibre entre le résultat, l'objectif, atteindre l'objectif, finir, c'est aussi comprendre que, j'allais dire, il y a un temps pour tout, c'est un peu facile, mais il n'y a pas un leadership, en fait. Quand je fais mes formations et mes accompagnements autour du leadership, je balaye l'ensemble des modèles de leadership. On a le leader charismatique, on a le leader transformationnel, on a le leader transactionnel. Et dans le leader transactionnel, carotte et bâton, récompense, punition, il est important d'avoir un regard critique sur les modèles de leadership, sur être plus directif, plus supportif, plus coaching. Et toujours d'opposer le sensible avec l'insensible ou le soft et le hard. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ce qui est important, c'est de comprendre que la situation va générer une forme d'adaptation et de leadership qui peut être variable. Et il y a des situations, notamment des situations de crise, où le mode transactionnel est le seul possible. On est en montagne, il y a une situation de temporalité, d'enneigement ou autre qui fait qu'il y a danger. Danger, on se range derrière le guide senior qui va vous dire fais ci, fais ci, fais ça. On ne va pas discuter, on ne va pas questionner, il n'y a pas de soft, il n'y a pas de hard. Il faut prendre des décisions rapides, il faut être efficace. Dans le leadership en entreprise, il y a des moments où il faut s'aligner, il faut plus se poser de questions. Donc je parle beaucoup, il faut se remettre en question, etc. Mais il y a des moments où ce n'est pas du tout le cas. Et l'idée, ce n'est pas en permanence d'être dans le cerveau, à raisonner, à réfléchir, ou dans le sensible en permanence. C'est d'être capable de voir l'entourage et l'environnement dans lequel on est le plus possible, et donc du coup d'avoir cette sensibilité au départ. Si on ne l'a pas, de la travailler, parce que tout le monde peut la développer, tout le monde a des sens, donc si on a des sens qui nous manquent, on peut compenser par d'autres, hein. Si on est aveugle, on va développer l'audition, etc., etc. Donc cette capacité à se relier au réel, elle va permettre d'avoir une force de base plus solide, mais derrière, il faut être capable de s'adapter. Et cette capacité, elle est aussi une forme de vigilance à la situation, aux personnes qu'on a en face de soi, aussi à s'adapter à cet environnement. Toute situation mérite des réponses qui ne sont pas, et d'ailleurs qui ne sont pas forcément des réponses directes, mais qui sont des façons d'aborder le sujet qui peuvent être différentes. Une autre question, on parle beaucoup d'organisation pyramidale et on parle beaucoup de la fin de l'organisation pyramidale qui est très... si ce n'est patriarcal, au moins on parle de leadership à la papa, où on prend soin, mais en fait on prend soin en décidant pour les salariés, en disant voilà, lui ce qu'il lui faut c'est de la méditation pleine conscience, ou du yoga, ou c'est pas un baby-foot, peu importe. Est-ce que c'est idiot de se dire il faut sortir de l'organisation pyramidale et passer à quelque chose de plus horizontal? Et si non, c'est-à-dire si effectivement ça serait bien d'en sortir et d'être plus horizontal, comment on fait ça? On en revient à la dichotomie verticale-horizontale,
je pense pas que la réponse soit de l'horizontal. Voilà, je pense pas que la réponse soit dans de l'horizontal versus du vertical. De la même façon que par moment il faut décider, il faut se ranger de façon transactionnelle. Par moment la hiérarchie il en faut. Et quand j'étais au MIT d'ailleurs très intéressant, on a travaillé sur ce qu'on appelle le concept de distributed leadership. Distributed leadership, c'est un leadership tournant où il n'y a pas de leader. Ça marche pas. Il faut quand même des leaders, même si c'est pas forcément toujours la même personne, donc ça ne tombe pas sur les épaules d'une seule personne. Et donc pour répondre à ta question, je pense que la dimension horizontale est un enrichissement, aussi une complexité. Donc on a eu des organisations qui étaient plutôt sur la base de l'innovation, où c'était beaucoup plus horizontal dans la façon de gérer les projets, etc. Malgré tout, je pense que c'est à nouveau pas que de l'horizontal, parce que la dimension relationnelle crée ce réseau de complexité et met la responsabilité sur quelque chose de plus partagé. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Dire, on a un leader qui est pyramidal, donc s'il y a un problème, c'est lui qui est responsable. Si on est plus relationnel, tout le monde est un peu responsable. Donc j'en reviens toujours à ce point de l'état d'esprit, du mindset qu'il faut vraiment développer sur cette prise de conscience qu'on est dans le partage, on est dans des objectifs communs où on est tous impliqués, et de se poser la question de façon sincère régulièrement, est-ce que je suis aligné avec les valeurs de mon organisation? Est-ce que mon rôle, ma fonction, ma place dans cette organisation, elle est contributive de cet écosystème ou pas? Et d'être capable de se dire, j'ai perdu le pied, je suis plus aligné, et de sortir si besoin. De la même façon, au niveau de l'organisation, c'est-à-dire, on va dire au niveau plutôt hiérarchique qui va prendre les décisions. Alors là, il y a tout un débat sur qui est la hiérarchie. Est-ce que ce sont les stakeholders? Est-ce que ce sont les shareholders? Donc, qui sont les parties prenantes décisionnaires? Et ça joue énormément sur la façon dont l'organisation va s'orienter. Mais si la direction, elle est interne à l'entreprise, elle n'est pas externe et elle fait partie, la vigilance, elle doit être de donner à chacun la possibilité de trouver sa place ou pas trouver sa place, et soi-même, parfois de dire, finalement, l'organisation, elle me dépasse, elle a changé, c'est à moi de bouger. Et donc, c'est en ça que cette dimension horizontale doit permettre l'équilibre permanent et donc le déséquilibre, parce que quand on marche, il y a un moment d'équilibre et un moment de déséquilibre. L'entreprise, c'est un peu ça, c'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre, et du coup, la conséquence, c'est dialogue, écoute, mise en commun, sans oublier la performance. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler et il y a un temps pour tout. Moi, j'appelle ça l'harmonie, justement, cet équilibre dans le déséquilibre. Ouais, absolument. Je trouve ça plus juste. Tu vois, la nature, elle est en déséquilibre permanent, et en fait, c'est de l'harmonie. C'est comme les groupes de jazz, la façon dont ils trouvent l'harmonie. Par moments, il y a des désharmonies, par moments, ils se croisent, et les regards fonctionnent, et puis d'autres, ça ne fonctionne pas. Et puis, l'oreille de celui qui écoute, elle est en concordance ou pas. Tu parles, et puis, tu as beaucoup parlé, en tout cas, des valeurs de l'entreprise. Mais souvent, moi, ce que j'ai vu, de la même manière que pour les raisons d'être, c'est des valeurs qui sont totalement bateaux, qui sont définies par des agences extérieures, et en fait elles changent avec le vent. C'est-à-dire que quand il y a des valeurs qui sont à la mode, et du coup, hop, on devient résilient, on devient, je sais pas, peu importe les valeurs à la mode. C'est toujours les mêmes mots pour toutes les entreprises, donc c'est assez voilà. Donc comment on peut savoir si on est aligné avec les valeurs de l'entreprise quand elles sont elles-mêmes pas bien définies? Alors c'est une autre très très belle question, et on parle toujours des valeurs. Je pense que si chaque entreprise faisait le travail de ramener ses valeurs, en général c'est au nombre entre 3 et 5, de les ramener à une valeur, on aurait beaucoup plus d'individualité dans les entreprises. Parce que si on en vient à un seul mot, un seul élément fédérateur qui permet de rayonner et qui n'est pas un mot générique, donc qui n'est pas résilience, qui n'est pas... et donc pour le coup, si je prends mon propre exemple, parce que je me suis appliqué ce travail à moi-même, et quand on a créé notre deuxième société après Savoir Relier, on a créé Within by Savoir Relier, qui est la partie digitale de notre travail. On a fait un travail sur les valeurs, mission, etc. On a fait comme tout le monde, et on est arrivé à crafting. Et c'est ce mot craft
Justement, c'est tout ce travail qui nous a amené à cette notion d'artisanat et notre tagline, en fait, c'est, je ne sais plus comment on dit, notre signature, c'est artisan de la relation de confiance. Donc c'est le mot artisan qui vient en premier, parce que c'est cette notion d'artisanat, notre valeur, c'est l'artisanat. C'est-à-dire qu'on n'est pas empreint de certitude, on n'est pas en train de dire, il faut faire comme ci, il y a qu'à Faucon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le leadership, c'est comme ci, c'est comme ça. On est des artisans. Et on va travailler sur une dimension plus intellectuelle que l'artisanat qui permet de faire du bois, fabriquer des objets, etc., de l'appliquer à la dimension relationnelle. Et du coup, le deuxième mot-clé, c'est la confiance, mais notre vecteur fondateur de valeur, c'est l'artisanat. Oui. Et je crois que ce travail-là, il est extrêmement difficile, hein, de ramener 5 valeurs à une en disant c'est ça qui nous distingue, justement, qui fait notre identité. Et là, j'ai une phrase incroyable d'un ami et mentor aussi, Théodore Zeldin, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant des années. J'avais rendez-vous avec Théodore dans Paris un jour et je le vois arriver dans la rue, il avait le doigt pointé vers moi et il dit « Valerie, you mustn't compete, you must be unique. » Ok ? C'est à l'époque où je dirigeais le MBA un peu dans les premières années, en 2004, et où j'étais là en train de benchmarker comment fait l'INSEAD, comment font toutes les écoles, etc. Et il me dit non, you must be unique. Il ne parlait pas de moi, il parlait du programme. Et ça m'est resté. Et c'est cette notion de valeur unique qui va vous différencier, vous donner votre identité, vous donner votre culture et permettre ensuite de fédérer. C'est marrant quand tu parles d'artisanat, parce que moi, quand j'ai lancé ma boîte, donc c'était il y a 12 ans, je me suis présenté comme artisan at the digital age. Tu vois, c'est drôle, donc j'avais cette notion aussi en tête. Tu vois. Et j'aime bien la logique, tu vois, de se dire l'artisanat versus le digital. Tu vois, que ça, après, ça s'opposait, mais pas trop. Il y a un truc que je retiens beaucoup dans tout ce que tu racontes, c'est qu'il y a un énorme travail à faire sur soi avant de pouvoir relier avec les autres. Par où on débute ce travail? Comment on le fait? Il y a ce que tu as décrit sur... en fait, le début, pour moi, c'est ça. C'est vraiment de ne pas être dans une logique question-réponse, mais être dans une logique de réflexion. Ça vient peut-être aussi de mon éducation ou de la façon dont je me suis un peu auto-éduquée, où j'ai beaucoup écrit toujours. L'écriture, je pense, c'est pour certains un mal nécessaire, pour moi un bien extrêmement utile. Donc toute mon enfance, toute ma vie, j'avais des notebooks où j'écrivais, mais pas comme un diary où j'écris tous les jours ce qui m'est arrivé la journée, mais vraiment des réflexions et qui vous fait sortir justement, qui m'a aidé à sortir, et c'est ce que j'essaye d'amener dans mon travail, c'est sortir du question-réponse ou du problème-solution. Parce que quand on est dans le problème-solution, on ne prend pas les détours, les chemins qui nous permettent de prendre ce recul. Et donc, je n'ai pas d'autre meilleure méthode qui vous amène à ça, parce que ça génère une posture de curiosité, d'envie d'apprendre, et l'écriture, elle permet ça. Et c'est de plus en plus difficile, et du coup, j'ai trouvé un peu des façons... subterfuges. Ouais, des subterfuges, parce que j'ai vu des générations je suis à HEC depuis 1989, et donc j'ai vu des générations de jeunes et de moins jeunes passer dans mes environnements, dans mes salles, et donc plus le temps a passé, plus il est difficile d'écrire. Quand je dis, vous allez écrire, et c'est 4 paragraphes, et en tout, ça fait entre 800 et 1000 mots, parfois j'ai des regards en disant mais non, moi je peux plus écrire, hein. Et parfois on peut l'écrire sur l'ordinateur bien sûr, hein. Écrire à la main, c'est alors il y en a qui le font quand même quand on le fait en salle, il y en a qui le font à la main. Après il y a le problème de relire justement, donc il faut mais du coup, le subterfuge que j'ai trouvé, c'est qu'aujourd'hui, on a des moyens de transcrire notre pensée en parlant. Je le fais régulièrement. C'est vous avez du mal à écrire, eh bien, dictez ce que vous avez en tête, et puis relisez, et puis revoyez un petit peu votre copie, entre guillemets. Et ça vous permettra à la fois de prendre du recul et d'articuler. En fait, la question de l'écriture, c'est l'articulation. C'est le fait de ne pas être sur des textos de quelques mots, des SMS ou des tweets qui sont réduits, ou des bullet points sur PowerPoint, qui sont une forme d'expression qui correspond à notre temps et qui a un apport de synthèse qui est important. Mais comme disait Théodore, pour relier, il faut d'abord savoir délier.
Et délier la pensée, c'est l'articuler, c'est écrire les mots, écrire les phrases, voire de façon linéaire. Olivier Sibony est l'avocat de reprendre des notes à la main. Je suis d'accord sur le fait que le fait d'écrire à la main, c'est aussi l'artisanat. Hein. J'utilise mes mains pour produire quelque chose. Et puis ça n'a pas, ça a pas les mêmes résonances dans le cerveau, d'ailleurs, d'écrire à la main. Neurologiquement, c'est une autre interaction. Donc la parole, l'écoute, mélanger, je pense que ne pas avoir un seul registre, mais plusieurs, et en tout cas de se donner le temps et de prendre l'énergie, quitte à écrire, à se fixer. Alors je ne suis pas trop non plus sur les rituels ou les routines. J'écris de 6h à 7h une fois par semaine, ou je ne sais pas, mais de le faire. Et ça, c'est valable autant pour les petits entrepreneurs, entre guillemets, que les grands patrons. Ouais. Ça marche pour tout le monde. L'avantage suprême, c'est qu'on laisse des traces. C'est vrai. On peut même en faire un livre ensuite. Absolument. Potentiellement. Alors là, pour le coup, si je prends tous les carnets, il y en a 50 des livres. Super. Merci beaucoup Valérie. Merci Greg. Merci beaucoup tout le monde. Et à bientôt sur Pling. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcasts, sur toutes les plateformes que vous souhaitez. À très bientôt.